Bonjour, et nous sommes ravis d'être avec vous et on vous invite à venir nous rejoindre si les thèmes que nous allons aborder vont vous intéresser. Mais si vous êtes ici au Vidéo Share Festival, je n'ai pas trop de doute là-dessus parce que nous allons vous parler d'innovation, d'édition, de financement concernant la vidéo, la production et le digital. Je vais demander à mes petits camarades de se présenter. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Èvelise Blanc-Deleuze et je suis la présidente du RIAM. Alors 2 mots sur le RIAM, c'est le réseau Innovation en audiovisuel et multimédia, qui est un réseau, en fait, qui est un fonds d'aide, de subventions et qui propose soit des subventions, soit des avances remboursables aux entreprises destinées à l'entertainment au sens général du terme, cinéma, jeux vidéo, télé, effets spéciaux. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est innovation technologique, innovation d'usage. Donc on parle bien d'outils. Cher ami, bonjour. Bonjour Alexandre, moi je suis André de Semlienne et je travaille depuis une vingtaine d'années dans la télévision, tout d'abord, on va dire non digitale, avant l'avènement du numérique, dans le traditionnel où je m'occupais de diriger des chaînes pour enfants et de les gérer au cinéma comme Cartoon Network ou TCM Cinéma. Et depuis une dizaine d'années, je travaille beaucoup sur le digital, le numérique, ce qu'on appelle parfois la SVOD ou l'OTT, pour créer des chaînes de contenu sur certaines verticales, des thématiques qui peuvent intéresser des communautés qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc moi je suis Alexandre Delperrier et j'ai la chance de diriger aujourd'hui les programmes, les contenus, l'information et les acquisitions chez Yahoo pour la France. On va commencer par l'innovation parce que je crois que c'est ce qui nous fascine un peu aujourd'hui. Ça fait tous longtemps qu'on est dans les médias. Mais je trouve que l'innovation ces dernières années a tellement bouleversé les modes de production, de consommation, qu'on dispose tous les 6 mois de nouveaux outils qui nous permettent de faire des choses qui sont totalement innovantes, différenciantes. Et je trouve que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'avec avec toutes ces innovations, ça nous permet, nous humains, ça nous demande encore plus de réflexion pour encore mieux optimiser, utiliser ces innovations. C'est toi, hein, l'innovation. On peut, non ? Si. On peut dire. Avant de parler d'innovation, moi, je voudrais quand même resituer le contexte. Je pense que notre industrie, l'industrie de la télévision, l'industrie de l'entertainment, l'industrie des programmes, au sens général du terme, est en train de vivre, ou vit maintenant depuis plusieurs années, une véritable révolution. Et je ne suis pas sûre que tout le monde ait pris la mesure de cette révolution. Liée au numérique, bien évidemment, liée aux nouveaux outils. Et ces nouveaux outils permettent une créativité qui auparavant n'était pas forcément possible et pas forcément disponible. En termes d'innovation aujourd'hui, l'innovation technologique nous permet d'avoir une créativité sans borne. Là, j'ai la chance, effectivement, en tant que présidente du RIAM, donc je le disais tout à l'heure, un fonds financé par la BPI et par le CNC, de voir tout ce qui se passe en termes d'innovation et d'outils techniques mis à la disposition des producteurs, que ce soit pour développer des middleware qui vont venir s'ajouter sur des stations de montage ou sur des outils ou sur des moteurs de développement dans le jeu vidéo, dans la réalité virtuelle, dans l'IA, etc. L'innovation est un des piliers, mais fondamentaux, parce qu'il y en a plusieurs, mais un des piliers fondamentaux de la créativité, de la production de contenu aujourd'hui. Et c'est le salon d'ailleurs le montre, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et surtout très large. J'ai l'impression que jamais il y a eu autant de passerelles entre la télé, alors le digital qui n'existait pas, mais même le monde du cinéma et donc aujourd'hui du jeu vidéo. C'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on est plus tous que cousins. On est plus que cousins. Je pense que André et moi, je pense qu'on va pouvoir en témoigner. Moi, j'ai eu la chance durant toute ma carrière d'être toujours là au moment de rupture technologique. En lançant les premiers jeux vidéo avec Nintendo, ensuite tout ce qui était le début du multimédia, le début de la télévision numérique avec Feu TPS pour André ou CanalSat pour moi, l'avènement de la TNT, la généralisation de la TNT, des chaînes sur YouTube, sur Yahoo, sur Dailymotion, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a un véritable mix et une confusion, non, mais on parle beaucoup aujourd'hui d'omnicanal. On parle beaucoup d'omniprésence. Et je pense qu'il y a différents outils et différents tuyaux. Et il y a un contenu à créer
qui doit s'appuyer sur ces nouvelles technologies, justement, et qui doit venir s'appuyer et utiliser le meilleur de chacun des outils. Et effectivement, il y a eu un mélange total des genres. André ? Ah oui, tout à fait, Ève, Lise a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on est en vie un bouleversement mais absolument gigantesque, dont je pense... Mais fascinant, hein ? Complètement fascinant. C'est extraordinaire ce qu'on vit parce que tout est en train de changer. Comme tu dis, beaucoup de gens n'ont pas pris la mesure réellement de ce qui est en train de se passer. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand on vit l'histoire. Finalement, quelque chose d'historique, de le percevoir, de comprendre, de voir où ça va nous mener, qu'est-ce que ça va changer dans nos vies. C'est quelque chose qui est difficile, mais c'est tellement majeur, c'est une telle rupture en réalité que voilà, on est nombreux à se demander comment ça va fonctionner demain, comment les modèles de télévision traditionnels, notamment puisque après tout les écrans et les contenus au départ c'était le cinéma et la télévision. C'était pas tous ces autres écrans qu'on connaît aujourd'hui. On est passé de 1 écran par foyer en moyenne en France à 7 écrans. Donc a priori, il faut bien remplir les écrans. Hein. C'est pas les mêmes programmes sur les 7 écrans en temps réel, même si on sait que, voilà, bien sûr qu'on peut consommer un même programme sur n'importe quel écran, mais c'est bien une addition de programmes en plus avec des expériences nouvelles, avec voilà. Donc on est dans un métier qui change complètement et les acteurs traditionnels que sont ceux qu'on connaît, puisqu'on en vient aussi de la télévision, eh bien, les repères et les modèles de business sont en train de se modifier. Et la suite n'est pas réellement en place. C'est-à-dire que quand vous avez un marché de la pub en France sur la télé autour de 3 milliards, qui n'est pas en forte croissance, moi qu'on puisse dire, le marché, l'autre business de la télévision, il est payant, donc ce sont des abonnements. Là, il y a aussi des vrais soucis, puisque ça, c'est en décroissance, c'est complexe. Et pourtant, les nouveaux écrans, le digital, ne sont pas aujourd'hui des modèles flagrants vers lesquels tout le monde est en train de survivre en disant mais l'Eldorado, il est là et on voit très bien comment faire. Hein. On parle de financement, exactement. Sachant que c'est beaucoup trusté par du Facebook, du Google et que... oui, on sait qu'effectivement, les Américains sont en train vraiment de dévorer, pour moi, l'Europe. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, que ce soit en France déjà, ça serait bien. Et puis après, au-delà, en Europe, c'est très compliqué pour les éditeurs, comme tous les acteurs de cette chaîne. J'ai l'impression aujourd'hui, quand on regarde les acteurs traditionnels, comme on les appelle, et il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais notamment la télévision, qu'ils commencent, parce qu'il y a longtemps qu'ils parlent de digital, de réseaux sociaux, mais qu'ils commencent vraiment seulement à prendre la pleine mesure de la puissance du digital et des audiences que l'on peut faire. Et qu'une bonne vidéo sur Yahoo, et je peux en parler parce que c'est ce dont je m'occupe, qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 millions de vues. Parle-nous un peu des Américains. Et qu'on fait un direct sur Yahoo et qui va nous faire plus d'1 million de vues sur un match de basket, alors que le diffuseur officiel sur sa chaîne payante fait 4, 5, 6 000 personnes. Et que toi, tu es à 1 million. Tout à fait. Moi, j'ai récemment produit pour une des chaînes dont je m'occupe, une des verticales qui concerne du People, 24 heures de talk. Donc on a fait un direct de 24 heures qui a duré 27 heures en réalité. On a fait ça d'ailleurs avec l'Antenne, qui est partenaire du VideoShare Festival, qui est un lieu très innovant et peut-être qu'Anne-Lise, il faudra qu'on en parle. Mais, et donc on a fait ces 27 heures de direct sur cette thématique People. Donc on a fait du live sur 2 chaînes de télévision et en même temps sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, etc. Et sur les réseaux sociaux, on a totalisé en 27 heures, 470 000 spectateurs. Et quand j'ai donné ce chiffre, évidemment, à des gens dans l'industrie de la télévision, bah, ils étaient très étonnés de ce chiffre, parce qu'évidemment, sur les chaînes de télévision, du câble, tu ne peux pas générer 470 000 téléspectateurs en 24 heures. Donc là encore, je rejoins ce que tu disais, c'est beaucoup plus puissant, déjà. En revanche, le revenu qui est associé à ces 470 000 ne correspond pas à ce que tu peux générer sur le câble. Est-ce que vous avez l'impression que cette innovation, elle fait peur, elle effraie les télés traditionnelles qui y vont mais du bout des doigts? On a l'impression qu'à un moment, ils y allaient ou ils allaient y aller parce qu'il fallait y aller, que maintenant ils se disent waouh, on est en train de prendre des trains de retard, et que finalement
c'est tout ce qui est en amont qu'il faut revoir et savoir anticiper. Aujourd'hui, un contenu, on va le créer pour une multidiffusion sur le digital, sur ta télé, sur ta radio. Quand on voit aujourd'hui les convergences qui se créent, quand on voit M6 qui rachète RTL, quand on voit ce que fait TF1, quand on voit ce qu'a fait Altice et M. Drahi ou Alain Veil, on se dit qu'évidemment qu'il va falloir conceptualiser toutes les productions d'information, de divertissement, de sport, différemment, en anticipant. Tiens, ça sera sur les réseaux sociaux. Ben ça, on va le tourner comme ça pour les réseaux sociaux et ça comme ça pour la télé, et ainsi de suite. Tu as pleinement raison et je dirais que tous les grands médias, quels qu'ils soient, ont pleinement conscience de l'importance du digital. Mais en avoir conscience ne signifie pas forcément savoir exactement comment le prendre et comment le gérer. Il y a quand même une grosse différence. Et on est là dans la problématique à laquelle doivent faire face, on va dire, les leaders, parce que les grands médias ou les médias classiques, traditionnels, restent quand même toujours importants en matière de consommation. Il n'est pas évident de savoir comment travailler sur cette fameuse convergence des contenus, notamment quand on a affaire à une rédaction. Il n'est jamais très facile de faire travailler une rédaction qui a l'habitude de travailler sur un média télé traditionnel, de la faire aussi produire en même temps pour des médias numériques, que ce soit sur la version web ou sur la version chaîne. C'est au leader, leur leader, d'insuffler cette énergie, nouvelle façon de faire, nouvelle façon de concevoir. Tout à fait, mais c'est quelque chose entre le fait de savoir qu'il va falloir le faire et le fait d'arriver à le mettre en œuvre au sein de grosses machineries et au sein de grandes entreprises, c'est quelque chose qui prend du temps et nous sommes aujourd'hui dans cette phase de transition. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On est dans cette transition, c'est complexe à implémenter, les équipes ne sont pas habituées, et puis les lignes de revenus fortes dans ces entreprises sont encore dans le traditionnel. Donc c'est compliqué de déporter énormément de ressources et finalement d'argent sur des sujets qui sont encore embryonnaires. Donc on dose les ressources quand on est le dirigeant et on se dit, bon, bah voilà, on va y aller voilà, à un certain rythme finalement. Un petit mot sur la diffusion. Oui. Sur classique, linéaire, OTT, digital. Justement, SVOD et autres. Voilà. Aujourd'hui, oui, tout coexiste effectivement. Bon, pour moi, il y a déjà un premier truc qui est très simple et qui est pas aussi facile non plus à comprendre, c'est qu'une chaîne de télévision, depuis en réalité le départ, c'est depuis toujours, c'est trois choses. Et c'est ce qui fait que, après avoir cité ces trois choses, vous allez comprendre pourquoi tout ce qui est en train de se passer, c'est de la télévision dans le fond. Une chaîne de télévision, c'est une marque, ce sont des programmes, et c'est un ordonnancement de ces programmes. Et donc, que cet ordonnancement, c'est-à-dire la programmation, que ce soit à la seconde, comme on le voit sur les flux auxquels on est habitué, ou à la journée ou à la semaine, comme vous allez le voir sur une plateforme, on appelle ça éditorialisé dans chez certaines sociétés, ça revient au même. C'est-à-dire, peu importe, au bout du compte, on a une marque, on a des contenus, et on va promouvoir ces contenus en les programmant à un certain moment dans le temps. Et c'est la même chose. Donc tout ça, c'est de la télévision. On parle de vidéo aujourd'hui. Ou de l'image, ou de la vidéo. De l'image, la vidéo, exactement. Mais dans le fond, c'est pareil. C'est le même métier. Et on fait du marketing, tous, normalement, pour inciter les consommateurs, qu'on a du mal à appeler des téléspectateurs, j'appelle ça des spectateurs, à venir regarder chez toi plutôt que chez machin, bidule, etc. Et c'est ça qu'on fait. Et après, comme tu disais, Annelise, effectivement, il y a la SVOD, il y a des façons différentes du coup, avec des plateformes différentes. Soit on est sur du flux linéaire, donc à la seconde, et on consomme une marque et les contenus en linéaire, que cette chaîne soit reçue ou consommée sur une box classique dans votre poche grâce à l'opérateur ou sur votre ordinateur, ça revient au même. Et puis vous avez des systèmes avec abonnement, SVOD, ça veut dire Subscription Video On Demand, donc on s'abonne et on paye chaque mois notre bol, et ça c'est le modèle Netflix. Et là, quand on dit Netflix, tout le monde aujourd'hui comprend ce que c'est, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et puis, il peut y avoir des systèmes qui sont dits AdVOD, c'est-à-dire c'est la publicité, advertising, donc qui finance. Et là, vous regardez gratuitement, finalement, c'est YouTube. Et là aussi, on peut parler de marques et de chaînes, etc. Tu voulais dire quelque chose, Alexandre? Non, je voulais juste dire, parce qu'on nous fait signe qu'il faut qu'on accélère un poil, juste peut-être pour terminer, qu'il y a un danger aujourd'hui, c'est que les diffuseurs classiques que sont les télévisions ont tendance à mettre de la télé sur le digital. Et que je pense que c'est exactement ce qu'il faut éviter de faire. C'est une erreur.
Voilà, C'est entièrement la d'accord. différenciation C'est passe parce l'inverse. que c'est pas le même public. Non. Ce sont des publics Tout à complémentaires et qu'aujourd'hui un contenu que vous allez faire pour le digital doit être probablement pour raconter la même histoire, Ouais. monté, produit différemment, Tout à peut-être fait. filmé différemment, mais encore pas toujours. Mais voilà, c'est pas la même chose. On vous dira pas bonjour sur le digital pendant 30 secondes. En revanche, on va vous balancer la question pour laquelle vous êtes venu, parce que vous avez cliqué, parce que vous avez envie de savoir pourquoi Zidane aujourd'hui a démissionné du Real Madrid. Eh ben, il faut que la personne dise pourquoi il est démissionné. Et il faut la réponse en moins de 3 secondes. Enfin, qu'elle débute en tout cas en moins de 3 secondes. Tout à fait, et je vais repasser le micro à Evelyse qui veut dire quelque chose, je pense. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est cette histoire de format qui est importante, la façon de le proposer, de le pousser. Et être sur le digital ne veut pas dire je suis TF1, je mets tous mes contenus en replay et voilà, je fais du digital. Il ne suffit pas de délinéariser les contenus faits pour la télévision pour être sur le numérique demain. C'est pas ça la réponse, c'est évident. Et puis il y a cette façon aussi de programmer, c'est-à-dire d'organiser des fenêtres entre ses propres services. Donc comme on parle de chronologie des médias, c'est-à-dire d'organisation d'accès au programme à certains moments donnés en fonction des supports, mais ça il faut le penser à l'intérieur effectivement des modes d'accès au contenu. Voilà. Différenciation et le maître mot du digital. Il y a un autre maître mot qui me semble vraiment important, et là on s'adresse aux producteurs de contenu, c'est que le digital et les nouvelles technologies offrent une ouverture extraordinaire. Il y a un verbe qu'il ne faut jamais oublier, c'est celui d'oser. Il faut oser faire des contenus innovants en utilisant le meilleur de chaque technologie, effectivement en l'adaptant. Et c'est ce qui est formidable, parce que nous qui venons tous de la télé, on sait que quand vous allez oser un contenu en télé qui ne va pas marcher, le verdict de l'audience le lendemain va ou vous encenser ou vous condamner. Alors que là, sur le digital, entre guillemets, vous ne risquez rien. Parce que vous allez faire un format d'interview d'une personne, le fond sera toujours bon, quelle que soit la manière dont vous produisez votre créativité. En revanche, vous allez peut-être vous rendre compte après que ça marche moins bien ou que ce n'est pas si efficace que ça. Et peut-être qu'un jour, vous allez faire comme ça, puis le lendemain, vous allez rééquilibrer et faire petit à petit. Mais c'est vrai qu'oser, je suis d'accord avec toi, pour la différenciation, c'est essentiel. Voilà, merci à toutes et à tous, merci à vous. Merci. Bon rétablissement. Merci Alexandre. Et vive le ski sur une jambe.